Je vais commencer par un petit conte. Alors ça se passe sur une plage africaine, et là il y a un pêcheur qui est en train de se balader sur le bord de la plage, et il aperçoit par terre un crâne blanchi par le temps. Et un peu comme par malice, il pose la question au crâne. Alors, pardon, je prends l'accent, hein. Ah ben dis donc, qu'est-ce que tu fais ici toi ? Comment tu es là ? Et là, à son grand étonnement, sort des mâchoires un son. Alors il se repenche. Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Et le crâne répond, à cause de la parole. Elle lui redemande 2 fois et le crâne répond, la parole. Alors, il est comme fou, il va au village, il va voir le roi du village, il lui explique ce qu'il a entendu, qu'il y a un crâne qui s'est mis à parler, il est très volubile. Alors le chef du village, le roi du village, lui dit « Attends, soit tu as pris un coup de bambou sur la tête, ou alors tu as bu quelque chose d'une boisson pour fermenter. » Alors il y va avec toute la suite, toute la cour, suivent le pêcheur très volubile et s'approche du crâne. Évidemment, au moment où le pêcheur demande au crâne de dire « Alors, dis-le à mon roi, pourquoi tu es là ?» Le crâne dit rien, enfin un crâne normal, quoi, il se comporte normalement, quoi, il dit rien. Alors là, le roi est excédé et dit « Je t'avais prévenu, hein, gare à ta tête !» Et il sort le sabre et il coupe la tête du pêcheur qui vient rouler près du vieux crâne. Et là, le vieux crâne lui dit « Pourquoi tu es là ?» Et la tête toute fraîche répond « À cause de la parole ». Ah, qu'est-ce que nous enseigne ce petit conte que j'ai tiré du cercle le cercle des menteurs de la carrière ? Il dit une chose simple. C'est que la parole nous engage. Elle nous engage dans un processus même mortifère. Elle nous engage dans quelque chose, et on le sait bien quand on s'adresse, comme j'essaye peut-être péniblement de le faire avec vous, mais de s'engager dans quelque chose, et on sait bien que la parole peut être porteuse de mort. Elle peut être porteuse de vie, mais elle est aussi porteuse de mort. De sorte que on a tous été dans la parole, on n'a pas toujours été parlant, mais on a tous été dans ce bain de parole. Et vous voyez que la parole nous amène tout de suite, presque dans le vif du sujet, si j'ose dire, de l'attachement et des addictions. Alors l'autre jour, en faisant mon marché, je vais dans ces endroits de surabondance, de surconsommation, qu'on appelle les grandes surfaces. Et là, j'y découvre un objet étrange. Non pas tant l'objet en lui-même que son emballage. Un emballage qui nous dit quelque chose d'étonnant. Il nous dit Dior Addict. Alors, les spécialistes du packaging savent très bien comment faire et rendre un objet désirable. Eh bien, regardez, Dior Addict, ça veut dire, semble-t-il, le gloss. Mesdames, vous savez ce que c'est ? C'est juste ce qu'on met là sur les lèvres pour briller, pour rendre plus désirable, justement. Ce qui passe sans nous rappeler également l'étymologie de alcool, qui vient de l'arabe al-kahal, qui était le phare, le cool, la poudre noire qu'on mettait autour des yeux pour précisément donner un éclat particulier au regard. Ce qui me frappe aujourd'hui, enfin je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué comme moi, c'est cette tendance que l'on a à mettre addict comme si devenir addict ou dépendant à l'objet dans une soumission était devenu quelque chose de désirable. En venant hier, j'achète un truc qui s'appelle Crispy Fruit et c'est marqué quoi ? Nature addict. Extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que même il y a une émission France Inter qui s'appelle Addiction. C'est-à-dire il y a une espèce de, je dirais presque de renversement. Rappelez-vous, enfin moi c'était mon époque, mais toi aussi Jean-Pierre ou Pierre, mais rappelons-nous des Rolling Stones hein, dans les années 60. I can get no satisfaction. Précisément, c'était un moment où il y avait la notion d'interdit. On va y revenir aussi à tout ça, c'est-à-dire sur un plan éducatif. Donc, j'arrive pas à la satisfaction. En 83, le DJ David Guetta lance Satisfaction. Et la jouissance sans entrave maintenant, si vous voulez. C'est-à-dire que le rapport, quelque part, a changé à la fois dans le rapport à la jouissance, le rapport à l'objet, et en même temps, un certain, je dirais, effacement du sujet. Alors, pourquoi j'avais choisi ce titre ? Trouble de l'attachement, on va y revenir, une vulnérabilité addictive.
Là, j'ai mis par prudence un point d'interrogation, mais pour moi, c'est une évidence. Depuis une bonne vingtaine d'années que je m'occupe de problèmes de dépendance à l'alcool et de troubles des conduites alimentaires. On a fait des études là-dessus, mais même déjà, c'était notre intuition évidente, c'est que chez ces gens-là, il y a un trouble de l'attachement, il y a un état insécure. Attendez, insécure, ça ne veut pas dire qu'on va faire obligatoirement un trouble addictif. Ça veut dire simplement que chez les gens qui ont développé, les personnes qui ont développé un trouble addictif, eh bien, probablement, on va trouver à 80-90% des cas un trouble de l'attachement. Et vous voyez, quand on voit l'image et le regard, je dirais, de cet enfant, on peut comprendre qu'un enfant qui n'a pas d'attachement ou qui a eu un trouble de l'attachement et un enfant qui flotte, qui erre, je dirais qu'il n'a pas de valeur en tant que tel, assis ou debout, ou qui marche, ou qui soit vivant ou mort, tout ça n'a aucune importance. Il est, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, comme un épouvantail. Voilà. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on voit bien que dans la trace évolutive, eh bien, on pourra arriver à des schémas comme ça de toxicomanie, d'errance, tant il est vrai que quelque chose s'est perdu. Il y a une sorte de désêtre, si j'ose dire. Et puis, quand il y a cette déconnexion, on sait très bien qu'un traumatisme relationnel pendant l'enfance va effondrer la confiance de base. Et que si cette confiance de base est effondrée, eh bien on perd la confiance en soi, dans les autres, dans le monde, en l'avenir. Et là aussi, les photos parlent d'elles-mêmes dans ce que beaucoup, malheureusement, trop d'enfants ont pu vivre. Je rappelle simplement qu'il y a environ 130 millions d'enfants abandonnés de par le monde. Je crois que c'est à peu près les chiffres. C'est peut-être même en dessous de la réalité. Ah, vous voyez, j'aurais pu commencer mon propos en disant comment allez-vous? D'ailleurs, ça aurait été poli, puis ça aurait été bien. En hébreu, on dirait shalom. Et vous savez, si on traduisait l'hébreu réellement, on prenait les racines, on devrait dire en fait, où est-ce que tu en es de ta division? Où est-ce que tu en es de ton manque? Parce qu'on est tous avec un manque. Dès l'instant où on apparaît au monde, on vit une coupure. Alors on dit, on ne va pas dire à quelqu'un quand vous le rencontrez, vous imaginez quand même, dis donc, alors où est-ce que tu en es de ta division? Non. Alors on lui dit shalom, paix avec toi. Paix avec toi. J'aurais dit, effectivement, pu poser la question, comment allez-vous? Parce que, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un thérapeute? C'est de redonner de l'allant, justement. Regardez, même quand on parle d'un médicament, on dit, est-ce que ça marche? Ou d'une méthode, est-ce que ça marche? Parce que la vie est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Donc ça, c'est quand même une notion extrêmement importante. Et regardez même le mot de présence, étymologiquement, si vous prenez son étymologie latine, présence, ça veut dire légèrement en avant de soi. Être juste un peu en avant. Vous voyez, juste dans ce léger déséquilibre qui, en même temps, nous donne l'équilibre du vivant lui-même. Eh bien, quand ça va, tout va bien. On a un passé dans lequel on peut se référer, on a un présent qui s'active et on peut effectivement se projeter dans un futur, une prétention, dirait Jean-Pierre Pourtois, c'est-à-dire qu'on est capable effectivement d'investir. Et regardez ce qui se passe quand on a été fracassé, quand on a eu un trouble de l'attachement ou quand on a vécu une négligence affective. Eh bien, le passé envahit tout. Le passé nous empêche précisément de retrouver des ressources dans le présent et nous rend totalement incapables, à ce moment-là, d'investir l'avenir. Alors, je vais vous faire un petit peu d'humour, parce que l'humour, je dirais, est à la vie ce que la rampe est à l'escalier. Ça évite de se casser la gueule. Et puis, l'humour évite aussi de passer de la lucidité à l'amertume. Et c'est vrai qu'il y a des situations... Alors, un jour, j'ai un patient qui m'a dit cette phrase assez extraordinaire, dont on pourrait dire c'est presque le diagnostic de la dépression. Il m'a dit, vous savez, docteur, et Dieu sait que c'est vrai avec tout ce qu'il m'avait raconté, mon passé est épouvantable. Mon présent est invivable. Mais il y a une chose qui me rassure, c'est que je n'ai pas d'avenir. Voilà. Alors vous avez comme ça une espèce de forme un peu dérisoire, tantinée, cynique de la vision de sa propre vie. Alors, je vous présente un petit peu le plan de l'exposé de ce matin, ou du moins j'espère, l'interactivité, et n'hésitez pas à m'interrompre
quand vous le voulez, hein, de dire tout ce que vous dites est faux depuis le départ, de poser les questions dont vous avez le prurite intérieur. Donc tout s'addicte, on va voir. Au début était le cramponnement, j'ai fait exprès de reprendre le terme cramponnement plutôt que le terme d'attachement, vous verrez pourquoi. La vie est faite d'attachement et de séparation. Là, franchement, c'est pas un scoop, mais c'est quand même tout ce qu'on vit. Mais aussi de traumatisme et de rupture. Aujourd'hui, dans le champ en particulier des addictions, le problème, c'est que c'est un problème assez grave. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette dynamique addictive. Peut-être avec parfois un peu d'abus aussi. Mais on est confronté aujourd'hui à ce problème qui est grave, où on peut être addict à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, au sexe, à la violence, à l'image. On est dans une société d'image, pas l'oublier, au jeu aussi, pourquoi pas. L'homme est joueur par définition. Et comment ça s'appelait l'addiction dans le passé, c'est-à-dire chez nos anciens, chez les philosophes? Comment on appelait l'addiction? Les passions. C'était les passions des Grecs. Hein, mademoiselle ou madame avait pointé ça. C'était les passions. Comment Spinoza appelait l'addiction? Il appelait ça la servitude. Comment Freud et Marx appelaient les passions? Il appelait ça l'aliénation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on faisait dans le temps pour régler le problème des passions, des addictions? Est-ce que vous savez ce que faisaient les Grecs? Qu'est-ce qu'ils recommandaient au fond? Il y avait une sorte de jugement moral derrière. Donc on recommandait l'ascèse, la prière, enfin il fallait faire des choses pour essayer de réparer cette position de passion qui pouvait nous égarer. Qu'est-ce que fait le monde moderne et postmoderne? Comment on réagit par rapport à ça? Eh bien, on réagit par rapport à ça sous l'angle de « Oh, ben, s'il a une addiction, c'est qu'il y a un vide quelque part, il y a un manque affectif, un manque psychologique, il faut remplir. » Alors, dans notre société d'hyperconsommation, d'abondance, on n'arrête pas de remplir, on est bien d'accord. Comme je dis toujours, chez l'alcoolique, il y a un manque à gagner. Je pourrais le dire, entre parenthèses, pour toute personne addictive. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, où est-ce que tu en es de ta division, où est-ce que tu en es de ton manque? La question de l'homme telle qu'on doit nous la poser et se la poser à nous-mêmes, c'est comment être entier avec mon manque. Voilà, comment être entier avec mon manque. Et pas vouloir combler tous les manques. Hein, d'où l'expression « il y a un manque à gagner ». Le problème également, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, c'est que pour moi l'homme n'existe pas. Ou plus exactement, je vais rectifier. L'humanité ne cesse d'apparaître et de disparaître devant nous. Et ça, il suffit simplement d'avoir un regard historique et sociologique sur les choses pour savoir que l'humanité ne cesse d'apparaître et de disparaître selon les époques. Et quand est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît quand l'homme, au fond, on est presque dans la maïotique socratique, quand l'homme est capable de se poser les questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, quelle est ma destination? C'est-à-dire qu'il se pose des questions. La question est le moteur même, et pas la réponse, est le moteur même de ce qui fait sens pour un individu. C'est pas pour vous faire sans cesse des références bibliques, mais quand même, qu'est-ce qui a permis aux Hébreux de traverser l'Égypte sous la houlette de Moïse? Pendant 40 ans, de quoi ils ont été nourris? Vous savez ça? Oui? Ils ont été nourris de la manne. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la manne? Alors, la manne, certains diront, oh ouais, c'est les petits trucs de tamaris qui tombaient, tu parles. Moi, je l'ai fait le désert, un peu, pas complètement, pas pendant 40 ans, toujours. Il n'y avait rien, quoi. Nourris de la manne, en hébreu, manne, c'est man'ou. Et man'ou, vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de traverser son désert? C'est la question. Les bonnes questions qu'il se pose. Alors bien sûr, il faut un petit peu de nutriments quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. Et le Adam, la Adama en hébreu, le Adam que nous sommes, le glaiseux si vous voulez, Adam, la valeur guématriale du mot Adama en hébreu, c'est qu'est-ce? L'homme est un quoi? L'homme est une question pour lui-même. C'est d'ailleurs la question que la Sphinge va poser à Oedipe. Qu'est-ce que l'homme a, vous connaissez, à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes sur 3 pattes le soir? En réalité, c'est que l'homme est une énigme pour lui-même. Et Marx, qui n'est pas mon livre de chevet, mais quand même qui a écrit des magnifiques choses, Marx avait dit « Je rêve du gouvernement des hommes par rapport au gouvernement des choses ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par le gouvernement des choses? Le gouvernement des choses, c'est quand l'homme ne se pose aucune question sur ce qu'il boit, sur ce qu'il mange, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait.
Et là, on est dans la chosification. Et là, le sujet disparaît. Personne n'est venu me poser la question à moi si on voulait changer le terme addiction par autre chose, ou le mot dépendance par addiction. Moi, personnellement, j'aurais préféré le terme d'assujettissement, perte du sujet. Comme si ça donnait la trace, si vous voulez, visible presque, du soin qui était de redonner à la personne sa dimension de sujet, véritablement. Et on y reviendra tout à l'heure par rapport à la considération, par exemple. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Donc, alors, finalement, on avait quoi? Avant, on avait, avec les Grecs, la dimension morale, l'ascèse. Avec l'époque moderne, il faut remplir. On remplit péros, par la bouche, par les médicaments, par toutes sortes de choses. Je pense qu'entre la voie des anciens et la voie des modernes, il y a une troisième voie. C'est ce que disait Woody Allen. Quand on me demande de choisir entre une voie et une autre, je choisis la troisième. Donc il avait raison finalement. Et cette troisième voie, c'est la relation. Mais le problème, c'est qu'est-ce que la relation? Et là, c'est là où c'est difficile. Tout le monde parle de relation. Enfin, je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais il suffit, quand on est dans une dimension aidante, soignante, on réalise très vite que c'est extraordinairement compliqué, une relation. C'est extraordinairement compliqué. Et qu'on ne sait pas grand-chose de la relation. J'ai été formé à l'école Balint avec mon maître Michel Sapir, et il y a 30 ans, il me disait cette phrase, « Osterman, vous verrez, dans peu de temps, la communication sera devenue ennemie de la relation. » Aujourd'hui, on communique de partout. Ah, la communication, les outils de communication, on en a partout. Mais est-ce que pour autant on est en relation? Non. Merci. Donc vous voyez, cette dimension-là est un peu au cœur de notre problématique. Alors, je reprends mon plan, on va voir l'adolescence, la période sensible, et puis je vous livrerai une situation clinique, parce que je trouve que les situations cliniques illustrent un petit peu mieux souvent les propos, avec quelles conséquences pour le soin, que j'ai mis dans ces 3 verbes d'action, ce qui est lié, ce qu'il faut délier pour relier.